Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel râlistes et on genre tout au féminin quand on y pense. Bonjour Alice. Bonjour Thomas. Comment vas-tu déjà avant tout pour ce premier épisode Ça va, je suis prête. Ouais, cool. Il pleut dehors, je me suis fait une tisane, c'est le setting idéal pour pouvoir parler de jeux de rôle tranquillement. C'est vrai, alors moi il fait beau et je n'ai pas de tisane, mais mentalement je suis avec toi. Voilà. D'ailleurs, je reviens sur ce que je disais, quand je dis qu'on parle de jeux sans y jouer, j'entends juste qu'on n'est pas dans de l'actual play, bien sûr, a priori. On a joué aux jeux qu'on présente, mais il pourra y avoir éventuellement quelques épisodes où on n'aura pas cette expérience de jeu, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est un épisode un petit peu spécial, comme disent les youtubeurs. C'est le premier épisode, c'est déjà n'importe quoi. Puisque tu sais déjà de quel jeu on va parler, mais, je vais donner les indices pour vous qui êtes chez vous. Pour citer Julien Lepers, ça part déjà loin. Ouais, on va faire beaucoup de citations, il va falloir s'y habituer. Ouais, de toute façon, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous vous cassez. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu d'horreur. Un jeu conçu pour des one-shots, en huis clos, et il s'agit d'un jeu de rôle français. Alors, quelques exemples d'œuvres qui pourraient utiliser ce système, si c'était des parties de jeux de rôle et pas des films ou des séries ou des jeux vidéo, que sais-je. Donc, nous avons le premier Alien, nous avons Event Horizon, le vaisseau de l'angoisse, le seul bon film de Paul W.S. Anderson, de façon très surprenante. Il faut voir ce film, il est bien. Côté jeux vidéo, nous avons Prey, plutôt le récent du studio Arkane, pas le vieux de 2006, si je ne dis pas de la merde. Et enfin, on retourne au niveau des films avec Abyss. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Attention, le timer arrive à la fin. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé, en fait, c'est normal puisque le jeu n'est pas encore sorti au moment où on enregistre ça. Il s'agit de Space Horror Stories, écrit par Alnom6, et pas un homme 6. Enfin, c'est un homme 6, mais son pseudo c'est Alnom6, donc voilà, c'est important à dire. Je t'en voudrais toujours éternellement pour avoir fait cette blague, parce que maintenant je ne peux plus l'entendre autrement d'ailleurs, ce pseudonyme d'ailleurs. Hein. Mais oui, mais moi c'est comme ça que je l'ai entendu la première fois. Ouais, donc voilà, je partage mon expérience, Alice, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Du coup, tu penses que j'ai lavé le cerveau, entre guillemets, de tous nos auditeurs et toutes nos auditrices ? Oui, je pense, oui. Très bien. Eh ben, continuons comme ça, c'est très bien. Mais je trouve que c'est pas mal pour un premier épisode, ça donne le ton. Ça donne le ton, je suis plutôt d'accord. Alors, le principe du jeu de Space Horror Stories, c'est de jouer un film d'horreur en huis clos dans l'espace. Du fait de ce genre très spécifique, les parties sont prévues, comme je l'ai déjà dit, pour être des one-shots. Voilà, c'est difficile de pitcher avec plus de synthèse Space Horror Stories, mais voilà, c'est fait. Donc, on va se pencher maintenant, à moins que tu aies des choses à dire, bien sûr. Non, t'inquiète pas, Voilà. je t'interromprai sans vergogne si j'ai une remarque à faire. Oh oui, piétine-moi. Donc, du côté des joueuses, et du côté de la création des personnages joueurs. Avant de créer leurs personnages, les PJ ont le rôle de choisir un contexte. Ils sont au nombre de 10 pour l'instant, je dis bien pour l'instant puisqu'il y a un supplément qui est en préparation et je vais en parler plus tard. Ainsi, les PJ pourront être un équipage de pirates de l'espace, les résidents d'une station scientifique ou encore une équipe des forces spéciales. Bien sûr, ce n'est que 3 contextes parmi donc 10. Je ne vais pas tous les lister parce que ça n'aurait aucun intérêt. Ça serait un peu long. Voilà. Sachant que chaque contexte impose 10 rôles qui sont disponibles. Donc par exemple, pour l'équipage de pirates de l'espace, c'est évident qu'il y aura par exemple un capitaine et un cartographe, ce qui sera peut-être pas du tout le cas dans l'équipe de force spéciale ou dans les résidents de la station scientifique. Ce serait plutôt logique pour la peine. Voilà, il y a un certain nombre. Alors il y a pas mal de rôles, il y en a 10 par contexte, ça change après. Donc je peux pas faire une liste exhaustive de tout, ça n'aurait pas non plus grand intérêt. Une fois qu'on a ça, les joueuses vont choisir un portrait pour leur protagoniste. Donc les protagonistes, c'est comme ça qu'on appelle les personnages joueurs.
Donc, un des 10 rôles disponibles, sachant que les rôles qui ne sont pas choisis seront des PNJ. Et le rôle qu'ils vont choisir vont leur donner 2 expertises, ainsi que leur matériel de départ. Donc, je dis n'importe quoi, mais un soldat va avoir une arme à feu, il est évident qu'un scientifique n'aura pas beaucoup plus de choses qu'un stylo et un bloc-notes, quoi. Ce qui peut tout de même faire une arme particulièrement originale, on va dire. Original, mais pas très efficace en termes de règles. Ça fera pas beaucoup plus de dégâts qu'à main nue, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie ce point-là. On va pas rentrer dans le détail précis des règles, notamment au niveau des blessures, etc. Mais je vais quand même exposer un petit peu plus. Mais justement, on y vient, belle transition. Puisque, une fois qu'ils ont leur portrait et leur rôle, ces protagonistes, il va leur falloir choisir des profils de caractéristiques. Donc il y a 5 caractéristiques: carrure, motricité, science relationnelle et sang-froid. Et on ne va pas tirer au dé, on ne va pas répartir des points, mais en fait il y a 5 profils de caractéristiques qui vont de généraliste, qui va être très équilibré, jusqu'à spécialiste 2, où on a 2 caractéristiques très fortes, et 2 à 8, qui est le pire score qu'on puisse avoir. Ces caractéristiques englobent toutes les actions possibles. Alors bon, on n'échappe pas à une compétence sans foi un peu fourre-tout, comme c'est souvent le cas. Je suis sûr que je redirai cette phrase dans ce podcast. Bah oui. En même temps, c'est tellement pratique en termes de design de jeu. C'est-à-dire, au moins, ça permet de... Et puis, à ça, pour pouvoir gérer les autres cas de figure. Oui, non, mais tout à fait. Et puis, ce n'est pas non plus totalement déséquilibré. Je veux dire, relationnel, c'est très vaste. Motricité, peut-être un peu plus spécifique. Science, c'est gigantesque. Et carrure, c'est tout ce qui va être action physique. Donc, bon, il y a quand même aussi pas mal d'embarras du choix. Mais quand on sait pas trop, en général, c'est sans froid. Les caractéristiques servent de seuil. Alors si par exemple j'ai 5 en motricité et que je veux courir pour échapper à la menace, je lance mon D8 et je dois faire 5 ou plus. Si jamais j'ai une expertise en course, donc qui peut m'être donnée par mon profil, par mon rôle, je veux dire, je jette à la place du D8 un D10, ce qui augmente quand même pas mal mes chances de faire 5 ou plus. Alors si j'avais 7, il fallait que je fasse 7 ou plus. Sur un D8 c'est compliqué, sur un D10 c'est compliqué mais moins. Oui. Après, on a une expertise additionnelle qui est tirée au hasard. En fait, on tire un D8 et on va avoir le choix entre 3 ou 4 expertises supplémentaires. On va choisir selon le tirage qu'on a fait. Et une fois qu'on a tout ça, chaque joueuse tire 3 cartes exposition qui vont lui donner 3 secrets, mais elles n'en garderont qu'un seul, et des phrases d'accroche qui pourront servir un peu plus loin. Je vais y revenir, évidemment. Enfin, il reste une toute petite étape, on choisit une ou 2 relations avec les membres du casting. Alors le casting, ce sont et les protagonistes et les PNJ qui sont appelés les seconds rôles. Donc soit notre personnage va être amoureuse de un tel ou une telle, amie avec une telle ou un tel, de la même famille que machin, ou hostile envers machine. Le but de cette création, c'est qu'elle soit rapide, et surtout qu'elle soit collective, puisque, a priori, on va savoir qui est le pilote, on va savoir que machin peut pas blairer truc, etc. Bah surtout qu'il y a aussi des liens parfois qui sont bilatéraux nécessairement. Ah bah oui, de la même famille qu'eux, c'est sûr que c'est plutôt bilatéral. C'est ça, voilà. Donc voilà, donc il y a aussi cette discussion qu'il doit avoir entre à moins de faire entre les joueurs et Lancelot. Quel cas, c'est un peu plus unilatéral. Éventuellement. Mais... voilà. Du côté de la maîtresse de jeu, qui est ici appelée la réalisatrice, le jeu contient 10 menaces. Alors, je ne peux, évidemment pas trop en dire sur celle-ci pour ne pas spoiler, puisque le but c'est de les découvrir, donc je ne vais pas les lister. Mais il faut savoir quand même qu'il y en a pour tous les goûts, de la grosse bébête difficile à tuer jusqu'à de la pure horreur psychologique, avec au final une incarnation physique plutôt restreinte. Chaque menace va être livrée avec des suggestions de modus operandi, ainsi que 4 niveaux de manifestation de la menace. Donc en fait, le but, c'est que la menace se rapproche petit à petit des protagonistes, et qu'au début, elle soit pas directement un danger mortel pour eux. Donc il y a 4 paliers, on va dire, de différentes manifestations possibles de la menace. Encore une fois, c'est des exemples, pour s'en inspirer, ou on peut complètement coller au truc et faire by the book, c'est comme on veut. C'est ça qui est plutôt sympa aussi avec ça. Et donc, au début, prenons le xénomorphe d'Alien. Au début, il va y avoir le facehugger sur le visage de... J'ai oublié le nom du personnage, vous m'excuserez. Et puis après, machin va se réveiller, il va avoir super faim et tout, puis ça va éclater, son estomac va éclater, et puis ça va être la deuxième phase d'Alien. J'ai complètement oublié le nom. Je crois que c'est le
Fleshcrawler ou un nom comme ça, je sais plus du tout. Là je suis un peu en impro, je n'ai pas noté mes trucs d'Alien, mais bon. Je ne pourrais pas t'aider parce que je connais Alien de culture générale, mais sache, grande révélation, que je ne l'ai jamais vu en tant que Oui. tel. Donc les détails de genre, je ne les sais pas. Alors, bah, je te le recommande, et je vais d'ailleurs en reparler un petit peu plus loin d'Alien quand on va parler du déroulé de la partie. Et puis bon, bah après, ça va devenir le xénomorphe qu'on connaît tous et toutes et tous, voulais-je dire, mais ce n'est pas grave. Et bah, il va d'abord s'en prendre aux autres membres du casting, après avoir fait peur au chat, et puis voilà. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on va avoir jusqu'à, eh bien, en fait, le xénomorphe était caché dans la capsule de secours, hein, caché derrière les câbles. Oh mon dieu, Ripley est en culotte, va-t-elle s'en sortir? Et surtout, le chat va-t-il s'en sortir? Merde! C'est le plus important. Bah oui, hein, moi je trouve que voilà. Mais voilà, cette idée-là, du coup, c'est de faire monter de plus en plus la tension. Et puisqu'on parle de tension, oui, j'ai écrit cette transition, je vais devoir évoquer la mécanique maîtresse de ce jeu de rôle, les cartes tension. C'était impossible de présenter le jeu sans en parler. Ah bah oui. Enfin, en parlant. Oui, sans en Sans parler. en parler, Ça. ça Je suis marche, perdu dans ma ça phrase. marche, ça marche. Non, mais c'est pas. Bon, bref. Les cartes tension. Donc, lorsqu'une protagoniste rencontre un événement perturbant ou carrément choquant, la joueuse prend une ou deux cartes tension, avec une carte de plus si c'est lié à une relation positive. Donc, si c'est quelqu'un de ta famille, ça t'impacte plus que si c'est ton collègue de travail, avec qui tu parles de temps en temps à côté de la machine à café, mais bon, voilà. Ça sert à symboliser son niveau de stress. Donc si on a 8 cartes stress en main, 8 cartes tension pardon en main, ça signifie, donc, sauf si on réussit un jet de résister à l'effondrement, qu'on perd notre protagoniste. Elle devient folle, elle s'enfuit, elle est mentalement plus là, elle se suicide peut-être, j'en sais rien. Bon, bref. Il faut donc les défausser pour ne pas arriver à 8. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit on se repose, et donc naturellement la tension baisse, ce qui n'arrive pas souvent, hein, de ton expérience. Non, j'ai un souvenir très ténu de ce genre d'événement. Je crois jamais vous l'avoir fait. Si, une fois. Ah, une fois, voilà, très Mais bien. tout le monde n'en a pas profité. Ah, oui, en effet. Soit, deuxième possibilité, quelqu'un nous rassure, donc c'est un jet de dés de relationnel, hein, bien sûr. Si le jet de dés réussit, toutes les personnes qui ont entendu le discours rassurant, mais pas celles qui le prononcent, bien sûr, peuvent défausser une carte. Soit, évidemment, ce sont des cartes, donc on peut les jouer. Chaque carte tension dispose d'un contexte dans lequel on peut la jouer, et d'un effet. Alors le contexte, ça peut être pendant une phase de repos, pendant une discussion, après quelque chose de choquant, face à une menace. Globalement, il y a quand même 3 catégories de contexte. Soit bleu, donc c'est plutôt un moment calme, soit rouge, c'est plutôt un moment d'action, soit violet, c'est l'un ou l'autre. Mais des fois, c'est un petit peu plus spécifique que ça. Le but, c'est quand même de pouvoir les jouer dans à peu près n'importe quel contexte. Mais c'est vrai que parfois c'est très spécifique, et donc du coup, pour que ça reste cohérent, il y a un contexte très spécifique qui va avec. Tout à fait, bien sûr. Chaque carte tension donc a un effet, je le disais. L'effet, ça peut aller d'avouer son secret aux personnes présentes, à avoir la vision trouble, en passant par détruire quelque chose, ou avoir une attaque cardiaque. Bien sûr, la carte qu'on aime avoir. De quoi agrémenter la session en imprévu sans avoir à faire du play to lose, à savoir jouer contre l'intérêt commun de la table. Ici, l'intérêt, c'est de ne pas s'effondrer, et donc, il faut jouer ces cartes qui compliquent un peu la tâche à tout le monde pour pouvoir gagner. Et ça, je trouve qu'en termes de game design, c'est génial. Oui. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le fait que ces réactions très cinématographiques, bon, si déjà elles sont voulues par le genre émulé, donc le film d'horreur dans l'espace, mais en fait elles sont plutôt légitimées par l'aspect huis clos, puisque c'est prouvé par la psychologie qu'en vase clos, donc dans une situation où on peut jamais vraiment s'isoler et où on est toujours observé, ou du moins on se sent toujours observé, notre niveau de stress augmente, parce qu'on n'arrive pas à se reposer, on va être toujours en état de vigilance, etc. Et notre émotivité également. C'est le cas notamment de certaines téléréalités, par exemple, où des gens viennent aux mains pour des futilités, tombent amoureux en quelques secondes, etc. etc. Donc Et c'est pour ça que ça marche si bien d'ailleurs. exactement. Voilà, toi tu n'as jamais goûté aux côtés réalisatrice de Space Horror Stories pour l'instant. Pas encore. Pas encore, parce que tu l'auras en physique quand il sera là. J'ai une petite date. Il est possible,
je dis bien possible, que ça arrive en janvier. Ah. Puisque les exemplaires physiques sont en cours de production, c'est possible que ceux qui vont le récupérer directement sur Marseille l'aient au pied du sapin, comme on dit, mais je pense que avec les envois et le temps d'envoi, etc., on peut plus raisonnablement tabler sur janvier, voire février, si jamais il y a des problèmes de production. Oui. Mais voilà, bientôt, tu Bientôt. pourras, j'ai hâte. D'ailleurs, samedi, j'en reparle un peu plus tard d'ailleurs dans mon déroulé, mais c'est pas grave, samedi, je vais faire une partie avec le prototype d'exemplaire physique. Donc, Oui, je vais je me avoir doute. le matos officiel en main, je suis Bah trop oui. content. Mhm. Bon, on va passer au déroulé d'une partie de Space Horror Stories, maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire en préparation côté joueuse et côté maîtresse de jeu. Donc la session de jeu, il y a 4 phases à proprement parler, 3 d'introduction, alors, au sens large, hein, et la dernière séquence qui est vraiment une séquence de jeu. Je vais rapidement les évoquer. Donc la première phase s'appelle la phase d'introduction. En fait, il s'agit de lire ce qui est écrit sur le contexte, puisque chaque contexte va avoir 2 ou 3 introductions possibles. J'ai pris un exemple, pour que ce soit pas trop nébuleux. Si je prends le contexte résident d'une station de transit, soit je vais avoir arrivée d'une célébrité, soit je vais avoir démantèlement proche. Chacun il y aura un petit texte d'introduction que je vais pas lire parce que là ça va être trop long, mais voilà, arrivée d'une célébrité, a priori on est dans une station où il y a quand même un petit peu de monde, machin, etc. Et donc qui sera en bien meilleur état notamment que démantèlement proche où la station est à l'abandon, il y a plusieurs dysfonctionnements, etc. Donc ça va pas du tout être le même contexte, enfin pas du tout être le même cadre, même si c'est le même contexte, selon l'introduction. Et les introductions sont souvent écrites sur le mode nous sommes en l'an machin, nous sommes dans la station bidule, il se passe ci, ça, ci. Des textes défilants de base en haut de l'écran. Voilà, avec une musique space opéra, non, pas du tout. Voilà. Ensuite, il y a la phase d'exposition. Alors, c'est ça où je disais que j'allais revenir tout à l'heure sur les cartes exposition, je crois. J'ai Oui. oublié le nom. C'est ça, les cartes exposition. Bah justement, c'est pour la phase d'exposition. Les expositions, la phase d'exposition, ce sont des très courtes scènes jouées entre le casting, donc les protagonistes et les seconds rôles. Le but étant de mettre en place le quotidien des personnages, de mettre en lumière les relations et peut-être de suggérer les secrets. Alors moi je pense toujours à Alien, justement, voyez Alien, pour ça, parce qu'au début, après que l'équipage soit sorti de stase, il y a pas mal de scènes entre les membres d'équipage qui vont les caractériser vraiment eux-mêmes et entre eux. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des secrets, qu'on apprendra plus tard, mais on voit très bien qui est pote avec qui a plus d'affinité, quel est le rôle de chacun, etc. Et pour moi, Alien, là-dessus, c'est vraiment la référence de ces scènes. Troisième phase, c'est la phase d'amorce. C'est une phase où la réalisatrice a la narration et raconte comment on arrive à l'élément perturbateur, en fait. Donc c'est vraiment très cinématique, il n'y a quasiment pas d'interaction avec les joueuses à ce moment-là. Le but de cette phase-là, c'est de mettre en place le huis clos, donc éventuellement de faire en sorte de verrouiller le site, donc l'endroit où sont les personnages. Et normalement, cette phase d'amorce se termine avec la première manifestation de la menace. Je reprends l'exemple d'Alien, et là c'est le facehugger sur Jean-Michel Curieux. C'est pas l'exploration de la planète, c'est quand ils vont retourner au vaisseau avec Jean-Michel Curieux en quarantaine. Parce que justement, à la fin de cette phase, il faut que le huis clos soit acté. Exactement. Et enfin, on arrive à la phase horrifique. Donc c'est typiquement ce à quoi on pense quand je dis film d'horreur ou jeu de rôle d'horreur, une phase de jeu de rôle classique. Et évidemment, c'est la phase la plus longue. Ces 3 phases d'introduction, donc introduction, exposition, amorce, sont très courtes. Le but, c'est que en 20 minutes, elle soit pliée, maximum. Et ça me semble déjà long. Voilà, puis c'est sûr, je ne vais pas rentrer dans comment se passe mécaniquement une partie de Space Horror Stories. Normalement, on a déjà un bon aperçu avec tout ce que j'ai dit jusque-là. Donc, voilà, donc il va se passer des choses avec les niveaux de manifestation de la menace qui vont augmenter, qui vont donner de la tension, des cartes tension qui vont être jouées, qui vont être défaussées, voilà, on va essayer de voir, oh mon dieu, en fait on est enfermé, ah là là, voilà, et puis après on gagne ou on perd, mais en tout cas on joue, c'est sérieux. Oui. Alors au niveau de la rejouabilité, c'est exclusivement du one-shot, donc c'est plutôt pas mal, je veux dire, il y a plein de possibilités de combiner différentes menaces et différents sites, mais une même menace
assez peu d'intérêt à être rejoué par le même groupe, parce qu'on perd le côté surprise. Alors on peut changer de groupe, évidemment, hein, ça c'est pas un problème. Bien sûr. Mais donc voilà, ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Hein. Vous ne pouvez plus changer de jeu de rôle, changez de joueur à la place, de joueuse. On les sacrifie, puis voilà. C'est Bah comme oui. ça que ça marche, non? Alors, du coup, pour, entre guillemets, pallier à ce, entre guillemets, manque de rejouabilité, il y a un supplément qui est prévu. Je le sais de source sûre, puisque j'échange pas mal avec le créateur du jeu. Je me fais mousser, écoute, c'est comme ça. Hein. Non, il communique pas mal sur son Discord, hein, donc il n'y a pas plus de... Il n'y a pas plus de mystère que ça. Mais voilà, il va y avoir dans ce supplément, c'est prévu pour l'instant, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura un petit peu moins, je ne sais pas, mais 10 nouvelles menaces, 6 nouveaux sites et 6 nouveaux contextes. J'ai pu tester une nouvelle menace déjà, et j'en teste une autre samedi, donc j'ai giga hâte. Et la nouvelle menace que j'ai testée était vraiment chouette, donc c'est très intéressant, très prometteur, ce supplément. Et alors là, je ne veux pas m'avancer. C'est l'état actuel de l'état d'esprit et de la réflexion de l'auteur à ce propos. Je ne fais pas de pronostic. Attention, il faut vraiment pas ancrer ce que je suis en train de dire. Ça peut être amené à changer, mais une fois qu'il aura sorti ce supplément, normalement, le jeu devrait passer en licence libre. Et tout le monde pourra faire du contenu gratuit ou payant dessus, entre guillemets, officiellement. Ce qui est toujours très très pratique quand il s'agit de rallonger la rejouabilité d'un jeu de rôle. Tout à fait. En fait, jusque-là, Alnom 6 ne souhaitait pas qu'il y ait de contenu fan qui soit créé, pour la simple et bonne raison que il n'y a pas 1 milliard d'idées possibles pour des bébêtes dans un huis clos horrifique spatial. Et sa crainte, c'était en fait que des gens disent « Ah mais c'est mon idée que tu as utilisée dans ton supplément que tu fais payer pour... » Donc pour le moment, il avait dit « Vous faites ce que vous voulez, mais j'ai pas envie qu'on s'échange forcément ce que vous avez fait. » Et une fois qu'il a sorti donc ce supplément, l'idée, pour l'instant, je le répète, ce serait donc derrière de dire maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez vous faire de l'argent en créant du contenu pour mon jeu, vous pouvez le faire. Ce qui est franchement une très bonne idée, je trouve. Ouais. Voilà, écoute, moi j'arrive déjà à ma dernière étape, donc pourquoi c'est bien Space Horror Stories? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on arrive là-dessus? Non, pour le coup, pas spécialement. Ouais, parce que vu que c'est un jeu que tu connais déjà, forcément il y a peut-être un peu moins Oui. d'interaction dans la présentation. Bah tout à fait, Ce c'est qui ça. sera amené à changer prochainement, je n'en doute pas. Totalement, oui. Là c'est un peu particulier. Donc pourquoi c'est bien Space Horror Stories? Alors, moi il faut savoir déjà que c'est un des jeux récents pour lesquels je suis le plus enthousiaste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé mes plans au dernier moment pour que ce soit le premier épisode du podcast. Ça devait être un autre jeu. Ça s'est senti un petit peu. Hein. Vaguement. Très vaguement. Je le trouve très dynamique, rapide à prendre en main, puisque la seule question que les joueuses doivent se poser, c'est de savoir si elles lancent un des 8 ou un des 10. Ce qui, ma foi, me semble assez confortable, quand même. Oui. Et il est très très efficace. Hein. Bon, j'ai pas fait 1 million de parties, j'ai dû en faire quoi 4, 5 peut-être. Mais elles se sont toutes bien passées, il n'y a jamais eu d'accrochage, et tout le monde s'est bien amusé. Oui, non, puis surtout, c'est comme tu dis, c'est un système qui est très efficace. Et une fois qu'il y a une première partie qui a été faite pour une joueuse donnée, on va dire, et que il y a eu une première expérience, ça va tout seul après. Ça va totalement tout seul. Le rythme est vraiment très bien cadré. Le système est simple et efficace, et donc du coup, il n'y a pas de perte de temps à revérifier. Ah bah une fois que tu as entendu le système, tu le connais en fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que comparativement à quelques gros noms du jeu de rôle... Hein, qui commence par un D, mais on ne dira pas de nom. Commence par un D, ou par un L apostrophe potentiellement, qui sont des systèmes assez lourds, qui ont leur qualité, mais qui sont assez lourds, et donc parfois on perd un peu de temps à les vérifier. Alors que là, on est vraiment sur un jeu, sur un système qui va tout seul. Oui, tout à fait. Puis, bon, ça, c'est bien, tu ça disais bien. Une deuxième partie, moi je trouve dès la première, ce qui va être un petit peu plus difficile à prendre en main, c'est la création de personnages. On a peut-être besoin d'être un peu plus encadré la première fois, c'est ce qui s'était passé à notre table, hein, donc c'est pour ça que je le dis. Mais bon, ça va, quoi. Dans l'absolu, c'est faisable, hein, malgré tout. Il y a peut-être enfin, moi, c'est ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais dû passer un peu plus de temps pour superviser la création du casting, ce qui fait que j'en avais eu moins pour moi réfléchir à la menace, à ce que j'allais faire. Bon, c'était pas dramatique, hein.
J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps derrière, mais bon, ça va. Ça s'était quand même plutôt bien passé de mémoire. Oui, tout à fait. Et justement, puisqu'on parle de nos expériences de jeu, on peut quand même le dire qu'on a même eu une joueuse qui a tendance à faire un peu n'importe quoi en one-shot, parce que selon lui, il n'y a pas de conséquences. Cette personne a été happée par la dynamique des cartes tension. Il y a vraiment une valeur ludique là-dessus, qui n'est pas en dissonance ludonarrative. Il faut dire des gros mots quand on fait des podcasts comme ça, donc dissonance ludonarrative, voilà. Non, il y a une valeur ludique à ces cartes tension qui est vraiment impactante en elle-même, quoi, je trouve. Bah, c'est vrai que de prime abord, c'est vrai que c'est un risque qu'on pourrait avoir quand on... Là, typiquement, en écoutant la description, les cartes tension, on pourrait avoir cette crainte de se dire, oui, mais si j'ai une joueuse à la table qui est du genre à vraiment avoir un comportement très chaotique, à vraiment prendre des décisions un peu spéciales, on va dire. Eh bien, nous l'avons testé pour vous. Et nous l'avons testé. Il n'y a pas eu ce problème-là, en tous les cas. Pas du tout, non. Je l'avais remonté d'ailleurs à Alnom 6, qui était ravi d'avoir ce retour-là. Comme quoi, cette dynamique des cartes tension, elle marche vraiment très très bien. Ça vient notamment du fait, je pense, que ces cartes tension, t'en as aussi, tu les récupères, puis t'en as en quantité limitée. Alors, c'est bien parce que justement, il faut faire en sorte de ne pas en avoir trop. Oui. Mais aussi, si derrière, tu as envie de challenger un petit peu la partie, tu te dis, bah, c'est aussi des ressources que tu vas devoir... une fois que tu n'en as plus, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même dans l'autre sens, c'est pas comme si c'était ta décision de faire n'importe quoi, n'importe quand. Ça reste quelque chose aussi, ça reste une ressource que tu gères. Dans un sens pour pas en avoir trop, mais aussi de potentiellement te dire, tiens, ça peut être intéressant narrativement de la garder pour plus tard, celle-là. Ça donne, alors même si ça reste à l'échelle de son personnage, mais ça donne quand même un certain pouvoir sur la narration. Puisqu'on peut faire des actions, comme je le disais, qui vont à l'encontre de l'intérêt commun, en toute légitimité en fait. Ah bah disons que trébucher pile au moment où on est en train de... On est à l'apogée d'un combat contre l'entité, c'est sûr, ça... Oui. Alors c'est peut-être pas le meilleur moment pour trébucher, cela dit, voilà. Bon. Mais justement, c'est des réflections que tu peux avoir et te dire, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est intéressant narrativement, quoi? Ouais, est-ce que c'est intéressant narrativement? Et le but quand même, c'est de survivre. C'est de survivre, et c'est d'essayer d'utiliser ces cartes-là, soit pour créer, on va dire, de la tension narrative, pas de la tension comme la mécanique de tension, soit... en fait, le but, c'est quand même d'essayer de les jouer pour que ça impacte le moins possible, mais ça impacte quand même, en fait. C'est ça qui est rigolo. Si t'as la vision trouble, tu peux le faire pendant une conversation, par exemple. Ça va pas du tout t'impacter, mais c'est à la réalisatrice, justement, de rebondir dessus, de faire intervenir un élément visuel, quelque chose. Donc ça tend des perches, en fait. C'est très cool. Bah c'est surtout, je trouve, après là c'est un avis très personnel, mais je trouve que c'est surtout très très efficace quand ça amène derrière à de la réaction RP des autres personnages. Oui, tout à fait. Moi j'abuse un petit peu, du coup quand il y a des interactions musclées entre les membres du casting, j'abuse sur le fait que ça donne de l'attention aux autres, par exemple. Mais j'aime bien en fait le fait de se dire ah oui mais en fait tu menaces quelqu'un avec une arme, donc en fait cette personne elle prend de l'attention, quoi. Parce que j'aime bien donner des points de tension comme ça, c'est mon but dans la vie. C'est du partage, écoute, c'est du partage. C'est pas ma tension, c'est notre tension. Voilà, c'est ça. Je vois le même avec Bugs Bunny, là, ça y est. C'était le but. Enfin, voilà. Moi, tout ça pour dire que je trouve le jeu hyper satisfaisant et qu'on voit bien que chaque élément a été réfléchi pour être le plus efficace possible. Ce qui me fait dire, allez, n'ayant pas peur des mots, que Space Horror Stories est sans doute LE jeu pour faire du huis clos d'horreur spatiale en one-shot. Mais que faire si on veut changer un de ses paramètres? Parce que, le jeu, il a été vraiment pensé pour faire ça, mais c'est toujours un système, tu peux l'utiliser pour autre chose. Alors, Alnom 6 disait qu'il avait pensé le jeu comme étant une boîte à outils, et tu peux prendre ce que tu veux. Mais ce sera sans doute pas aussi efficace que ce pourquoi c'est prévu, ce qui est logique. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau des cartes tension, si tu changes le contexte, que c'est pas du huis clos, que c'est pas du spatial, va falloir réécrire un certain nombre de choses en fait. Alors après je dis ça, mais Alnom 6 m'a dit que il réfléchissait à un prochain jeu qui serait probablement du post-apo, et qui voulait réutiliser un peu ce système de jeu-là de Space Horror Stories. Donc je sais pas exactement ce qu'il a prévu de faire, alors je sais qu'il y aura une caractéristique en plus, je
pas trop en parler parce que aussi bien il va pas le faire et j'ai pas non plus envie de dévoiler les projets Non, bien d'Analysis. sûr. Mais Là, c'est bien, c'est un bon équilibre, t'as bien teasé comme il faut, on a envie d'en savoir plus. oui, désolé. C'est-à-dire, moi-même, j'en sais pas beaucoup plus, et puis lui-même, il en sait pas beaucoup plus. Là, il est surtout penché sur le supplément de Space Horror Stories, donc Ça sera une bonne occasion, une bonne excuse pour aller suivre ses actualités. absolument, Écoute ça. absolument, tout à fait. Bah, allez sur le Discord. Tiens, je mettrai le lien du Discord en description pour les personnes que ça intéresse. Mais voilà, du coup, Space Horror Stories, c'est à peu près ce que j'ai à dire dessus. J'avais prévu initialement peut-être d'ouvrir un petit peu sur est-ce qu'un système de jeu, à quel point on peut utiliser un système de jeu en le dévoyant, est-ce qu'un système de jeu peut tout faire. Je pense que c'est une discussion peut-être un peu ambitieuse et un petit peu longue, à moins que vraiment tu me dises non, c'est bon, moi, je suis archi partante, c'est parti. Non, bah, je pense que effectivement, ça va être un petit peu lourd, et puis ça peut être une discussion qui revienne de temps en temps, tu vois, et puis un peu rajouter des éléments au fur et à mesure, parce qu'effectivement, c'est une discussion qui n'a pas la même approche selon les systèmes, parce qu'effectivement, il y a des systèmes qui sont plus ou moins faciles À transposer ailleurs, oui, je vois ce que détourner. tu veux dire, tout à fait. Et je pense que tu as raison. On en reparlera quand on fera, à mon avis, un jeu qui parle de dragons. Oui. Parce que je pense que c'est un très bon moment pour parler de ça. Oui, tout à fait. Eh bien, dans ce cas, moi, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que peut-être tu veux nous teaser éhontément ce que tu prévois de faire, toi, pour le 2e épisode? Eh bien, potentiellement, oui. Bon, déjà, quand même, sur l'épisode du jour, quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir testé, parce que c'est vrai que là, on est dans un cas où j'ai déjà testé le jeu que tu présentes, pas forcément toujours le cas. Non seulement tu l'as testé, mais en plus tu savais que j'allais en parler. C'est ça. Effectivement, quand même, je plus sois ce que tu as pu dire, et effectivement, je trouve que c'est un système qui est particulièrement efficace pour ce que ça fait, c'est-à-dire effectivement de l'horreur dans l'espace. C'est effectivement, c'était une découverte que je suis content que tu m'aies fait découvrir, car c'est toi qui me l'avais fait découvrir, parce qu'il marche effectivement super bien. Et il est voilà très fluide, donc vraiment. Là, vous avez pas entendu, mais j'ai fait les 2 pouces en l'air. Voilà. Ah oui, c'est très radiophonique, effectivement. C'est très radiophonique, parce que voilà. Et sinon, pour le prochain épisode, tout ce que je dirais, c'est que je n'ai pas encore trouvé tous les indices en termes de... C'est pas grave. Non mais, justement, c'est là l'indice. Ah oui. J'ai pas trouvé tous les indices pour les différentes œuvres qui pourraient correspondre, car c'est un système dont il est très très facile de trouver des exemples de séries qui correspondent à ce système-là. Ah, du coup, ok, je pense voir pour le reste. Je pense avoir compris ce que c'était. Voilà. On est d'accord que c'est un indice quand même. C'est effectivement un indice. Voilà. C'est peut-être un système qui a été nommé par un type de série, possiblement. Voilà. Peut-être, écoute, ça, nous verrons bien. Peut-être. Nous verrons bien. Ok, bah écoute, je pense que là-dessus, on peut se quitter et se dire à bientôt. Hein, dans ce cas. À bientôt. Bisous. Bisous.